je sais pas si ça a été le cas pour vous aussi en histoire, mais voilà, moi quand j'étais au collège et ensuite au lycée, souvent on nous distribuait, on nous faisait travailler sur des périodes historiques, et donc il y avait bon, ben, les années de Gaulle, sur lesquelles on se concentrait essentiellement, ensuite on a eu les années Mitterrand, et ensuite les années Chirac, bon, sachant que c'est le moment où je me rends compte que je suis un petit peu vieux. J'étais au collège sous le deuxième mandat de Chirac, donc forcément, au niveau du recul, c'est un petit historique, c'est un petit peu moyen de parler de cette période-là. Mais voilà, c'est tout simplement parce que c'est les présidents de la République qui ont eu plusieurs mandats, alors que les autres n'en ont eu qu'un. Et d'ailleurs que depuis Jacques Chirac, on n'a eu que des présidents à un seul mandat. On verra si ce sera encore le cas en 2022. Mais effectivement, en Allemagne, c'est plus la question de l'impact sur l'histoire. Donc par exemple, certes, bon, Adenauer, lui, a eu une période très longue en tant que chancelier, donc de 1949 jusqu'en 1963. Donc forcément, bah, c'est une chancellerie qui a duré très longtemps. Mais comme je vous disais la dernière fois, pardon, on parle beaucoup plus de Willy Brandt que de Helmut Schmidt, alors que la chancellerie de Helmut Schmidt a été beaucoup plus longue que celle de Willy Brandt. Mais c'est pour des questions d'impact sur l'histoire allemande qu'on se concentre dessus. C'est comment dire, c'est assez particulier, surtout qu'en plus, pour nous en tant que Français, Willy Brandt c'est un chancelier qui a eu assez peu de relations avec la France. Il a eu Pompidou comme président face à lui, avec lequel il n'y a pas eu une relation particulière, alors qu'on sortait justement d'une relation très proche entre Adenauer et De Gaulle, et qu'ensuite il y aura une relation assez proche entre Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing. Donc y a cette composante-là qui est à prendre en compte, mais c'est tout simplement parce qu'il a posé les bases d'une nouvelle Allemagne, c'est-à-dire lui qui a été résistant actif au national-socialisme, ça porte un regard nouveau. Donc non seulement il y a ce côté-là, à côté de ça, vous avez le fait que c'est le premier chancelier social-démocrate qui va aussi faire complètement changer de perspective l'Allemagne, puisque on est sorti de 3 chanceliers pardon, chrétiens-démocrates à la suite, pour ensuite passer voilà, au premier social-démocrate, lui qui a été longtemps dans l'opposition, qui en plus va mener une politique étrangère complètement différente de celle de ses prédécesseurs. Même si l'impact des chanceliers qui ont suivi Adenauer, qui sont Ludwig Erhard et Kurt Kiesinger, va être assez limité en termes de politique étrangère. Ils vont mener une politique qui s'éloigne un peu de celle de Adenauer sans pour autant être le virage que va être justement Willy Brandt. Willy Brandt, donc lui, qui s'est fait beaucoup connaître pour la Ostpolitik, donc politique d'ouverture à l'Est, dont on avait parlé, pour laquelle il obtiendra notamment un prix Nobel de la paix. Donc dans le texte que je vous ai passé, justement, vous avez quand même indiqué avec des détails assez importants sa vie en tant qu'homme, tout simplement, et ensuite aussi en tant qu'homme politique. Donc notamment le fait qu'il s'appelait Herbert Fram, et que après être revenu de Norvège et d'avoir de nouveau obtenu la nationalité allemande, parce que forcément en tant que résistant qui a fui vers la Norvège, on lui a retiré sa nationalité allemande sous le régime national-socialiste. Et il a fallu donc, en revenant à la fin de la guerre, qu'il obtienne de nouveau cette nationalité. Donc ça montre encore une fois aussi la relation particulière que cet homme va avoir avec l'Allemagne, là où les autres chanceliers sont nés en Allemagne, un point c'est tout. Il y a pas sont nés en Allemagne, ont toujours eu la nationalité allemande. Il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Et c'est justement en redevenant allemand qu'il décide de s'appeler définitivement Willy Brandt. Voilà, vous avez effectivement son parcours politique. Donc je vous avais envoyé la photo dont j'avais parlé la dernière fois. Donc si vous voulez la regarder en même temps, je vais la commenter rapidement. Qui est la photo de John Kennedy, Willy Brandt et Adenauer. Et justement, alors Brandt est à ce moment-là plus vieux que Kennedy. Brandt a 50 ans à ce moment-là, je crois que Kennedy en a 46 ou 47.
Par contre, voilà, vous avez à côté rien qu'au en plus la couleur vient rajouter encore plus cet effet-là, puisque les autres photos de ce jour-là sont plutôt en noir et blanc. Mais vous voyez à quel point ils font les deux très très jeunes à côté d'un Adenauer qui a plus de 80 ans déjà, qui déjà au moment où il devient chancelier a déjà plus de 70 ans. Donc ça va être un impact politique très différent et ça va être aussi la première étape du virage. Et pour Brandt, forcément, ça montre, comment dire, à toute l'Allemagne, je suis la personne de l'avenir, à côté de moi, bon, vous avez d'un côté Kennedy et de l'autre, l'homme que je remplacerai un jour, puisque bon, forcément, dans sa tête, il y a cette ambition et c'est pas par hasard s'il a réussi justement lui dans la voiture où ils vont faire le tour de Berlin à s'asseoir directement à côté de Kennedy plutôt que d'avoir Adenauer qui se met directement à côté du président américain. Et en plus, comment dire, le fait qu'il ait été le maire de Berlin-Ouest pendant la construction du mur, ben forcément va lui donner une ampleur politique beaucoup plus importante, aussi bien d'un point de vue germano-allemand, puisque justement, vous allez avoir une expression, donc je vais vous le noter dans la conversation, mais vous allez avoir un adjectif qui va revenir de plus souvent, c'est Deutsch-Deutsch. Alors Deutsch-Deutsch, c'est justement ce qui va servir à définir les relations intra-allemandes, donc notamment entre la RFA et la RDA, et qui de mieux qualifié pour justement travailler sur ces relations germano-allemandes que de prendre le maire de Berlin-Ouest, qui lui est forcément au front le plus proche possible pour justement parler de ces questions-là, et qui va être le plus impacté par cette problématique d'avoir tout d'un coup au milieu de sa ville un mur qui s'érige et qui va symboliser la guerre froide. Et donc forcément à partir de là, c'est lui qui va vraiment devenir dans la tête des Allemands, la personne qui va le plus symboliser cette guerre froide, et ça va avoir forcément un impact lors de son élection. Sachant que lorsqu'il devient chancelier en 1969, je vous l'avais dit, et la majorité est très très courte pour une coalition social-démocrate et libéraux. Ça se joue à pas grand-chose à ce que justement les deux partis gagnent, et je vous l'avais dit, techniquement, le SPD finit deuxième parti. C'est la CDU qui finit en tête. Ce n'est que parce que, justement, les libéraux ont dit « on s'alliera avec les sociaux-démocrates » que la CDU ne peut pas gouverner. Parce que si les libéraux avaient dit « on verra ce qu'on nous propose », on aurait pu très bien repartir sur 4 ans de plus de gouvernance chrétienne-démocrate et libéraux. Et justement, c'est dès qu'il va arriver au pouvoir qu'il va y avoir cet impact sur l'idée de dire « je suis… » pour une ouverture vers l'Est, tout simplement parce que ça peut être très bénéfique aux Allemands aussi, parce que venant de Berlin-Ouest en tant que maire, ils voient l'impact négatif qu'a cette guerre froide sur la vie quotidienne d'Allemands, qui en plus de coup se retrouvent complètement enclavés dans un régime communiste. Donc comme je vous ai dit, il ne va pas forcément avoir une chancellerie très, très facile, puisque les 3 premières années, il va avoir une majorité assez courte. Donc il va falloir toujours qu'il renégocie pour bien avoir toujours tous les membres de sa majorité qui votent tout ce qu'il veut faire passer. Et forcément, avec la Ostpolitik qui ne fait pas l'unanimité au premier abord en Allemagne, il va devoir beaucoup se battre pour que justement il puisse s'imposer et imposer sa nouvelle politique en RFA. Donc il obtiendra le prix Nobel de la paix après justement le Kniefall, donc le fait de se mettre à genoux et de demander pardon. Et justement, il avait été interrogé là-dessus, alors sur 2 aspects. Tout ça, le premier, c'est pourquoi lui, ancien résistant au nazisme, demandait pardon. Et justement, il avait expliqué, moi je ne parlais pas en tant que moi, Willy Brandt, je parlais en tant que chef du gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest. Enfin, de l'Allemagne, il ne va pas dire Allemagne de l'Ouest, sinon ce serait reconnaître 2 États différents allemands. Mais en tant que chef du gouvernement allemand, je demande pardon au nom de l'Allemagne. Je ne demande pas pardon en tant que moi, personne individuelle. Et ensuite, la question,
Là, c'est toujours est-ce qu'on veut bien le croire ou pas, c'est est-ce que ce geste était spontané, et tout ce qu'il a répondu en tout cas c'est juste déposer une couronne de fleurs et baisser la tête ne suffisait pas. Et justement, il parlait de wenn Worte fehlen, quand il manque les mots. Et donc forcément, il se sentait obligé de faire un geste fort pour accompagner cette demande de pardon, puisqu'un grand discours n'aurait pas suffi pour compenser justement cet acte atroce commis par un gouvernement allemand. Donc vous l'avez également dans le texte, effectivement, le fait que c'est l'espion Günther Guillaume, l'espion d'Allemagne de l'Est, qui va faire tomber son... ça aurait pu faire tomber son gouvernement, mais au final, il arrive justement à faire que ça ne le fasse chuter que lui, en tant que chancelier, notamment pour protéger la politique de son gouvernement et de sa majorité. Il préfère justement se retirer et offrir la chance à quelqu'un d'autre de devenir chancelier pour le SPD. Et c'est ainsi que justement vous allez quand même continuer à avoir un gouvernement social-démocrate derrière, social-démocrate et libéral bien sûr, parce que Brandt accepte justement de se retirer au nom du bien, non seulement de la RFA, mais aussi justement de son gouvernement et de sa majorité. Alors, ce qui n'est pas forcément indiqué dans le texte, mais sur lequel je vais revenir vite fait, parce que on va parler justement de l'ère post-Brandt par la suite. Brandt a été encore très très présent ensuite, donc ça par contre c'est indiqué dans l'Internationale socialiste, et aussi justement dans le Parti socialiste européen, et parfois il va même s'opposer à des décisions du SPD, notamment sur la question d'avoir des Pershing 2 qui sont placés en Allemagne de l'Ouest. Lui il va se mettre plutôt du côté du mouvement pacifiste, où vous avez notamment les prémices de ce qui vont devenir Die Grünen ensuite. Il va plutôt se mettre de ce côté-là plutôt que de se mettre du côté de son parti en disant ben moi j'y vais avec mes croyances, je considère qu'avoir ce type d'armes sur le sol allemand ce n'est pas bien, donc je préfère justement me mettre du côté du mouvement pacifiste que de ce côté-là. Et jusqu'à la fin de sa vie, donc jusqu'en 92, il aura encore un impact important. Pour l'anecdote, justement, vous avez lors de premières célébrations autour de la chute du mur et tout au long de la période 89-90 qui vont aller jusqu'à la réunification, vous allez avoir différentes célébrations dans la ville où vous aurez régulièrement Helmut Kohl et Willy Brandt. Ce qui est pratique parce que là où Helmut Kohl n'est pas populaire, Willy Brandt l'est lui par contre. Willy Brandt en général était, et il est encore d'ailleurs, très populaire à Berlin. Donc dès que Helmut Kohl arrivait quelque part où il allait se faire siffler, il y avait aussi Brandt à ses côtés, et vous aviez tous les Berlinois qui grelaient Willy, 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 justement pour fêter leur ancien maire, qui a été une personne si importante, non seulement pour leur ville, mais aussi pour les relations germano-allemandes jusqu'à la réunification. Donc au moins il a pu encore vivre justement cette réunification qu'il espérait tant. Petite parenthèse aussi, donc ça c'est le côté moins historique, moins politique, mais pourtant historique, puisque il y a aussi des rumeurs qui disent que Günther Guillaume avait des dossiers très importants sur Brandt, qu'il aurait pu utiliser si Brandt était resté chancelier, notamment sur le fait que, comme son idole Kennedy, il avait beaucoup d'affaires extra-conjugales, et qu'il avait aussi un problème important avec l'alcool. Alors, les affaires extra-conjugales, l'Allemagne étant un pays plus croyant que la France, ça aurait posé un tout petit peu plus de problèmes, même si ça n'aurait pas été un énorme scandale. Mais par contre, le fait d'avoir un problème avec l'alcool tout en étant chancelier, oui, ça aurait pu devenir rapidement un scandale. Donc il y a aussi, ça fait partie des théories sur soit c'était vraiment pour protéger sa majorité, soit c'était pour dire je préfère ne plus être chancelier et qu'on ne puisse pas, comme c'est marqué dans le texte, presse bas, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas me menacer
et faire avoir ces dossiers au-dessus de ma tête comme une épée de Damoclès. Je préfère directement me retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était un homme à plusieurs facettes et qui justement a préféré se retirer en 1974. Vous remarquerez d'ailleurs que 1974, aussi bien pour la France que pour l'Allemagne que pour les États-Unis, c'est quand même une année avec des changements de gouvernants, puisque en 74 en France, vous avez Pompidou qui meurt et Giscard d'Estaing qui devient président et qui est du coup le premier président non gaulliste. Donc vous avez Brandt qui se retire et qui devient du coup et qui laisse sa place à Helmut Schmidt. Et vous avez aussi aux États-Unis le scandale du Watergate, où vous aurez Nixon qui va laisser sa place. Voilà donc pour Willy Brandt.